Imaginez découvrir votre fiancé au lit avec votre sœur cadette 3 mois avant votre mariage. Maintenant, imaginez recevoir une invitation de mariage de leur part avec un mot disant « Viens voir à quoi ressemble le véritable amour ». La plupart des gens auraient manqué le mariage ou seraient arrivés en pleurant. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Je suis arrivée dans une superbe robe blanche avec un secret qui allait détruire leur journée parfaite et changer nos vies pour toujours. Le regard sur le visage de ma sœur quand elle a réalisé qu'elle venait de perdre 8 millions d'euros. Inestimable. Mais je m'emballe. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. J'adorerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de tout. Les murmures ont commencé dès que j'ai franchi les lourdes portes en chêne de la cathédrale Saint-Étienne. 200 têtes se sont tournées à l'unisson comme une vague d'incrédulité traversant les bancs. J'entendais les halètements, sentais le choc rayonner de chaque coin de cet espace sacré. C'est l'ex? Pourquoi porte-t-elle du blanc? Quelle audace! J'ai gardé le menton haut, mais pas mesuré et délibéré sur le tapis bordeaux. Ma robe Chanel, oui, celle que j'avais initialement achetée pour mon propre mariage, épousait parfaitement mes courbes. La lumière du matin filtrant à travers les vitraux attrapait le subtil perlage, me faisant scintiller à chaque pas. Ils étaient là, à l'hôtel. Léa, ma petite sœur, drapée de soie ivoire et de dentelle, ses cheveux blonds couronnés de roses blanches. Antoine à ses côtés dans son smoking anthracite, le même qu'il avait choisi avec moi l'année dernière. Son visage s'est vidé de toute couleur lorsque nos regards se sont croisés. La coordinatrice de mariage, Madame Lambert, s'est précipitée vers moi, le visage rougi par la panique. Mademoiselle Dubois, Nous n'attendions pas, mon invitation indique 14 heures, ai-je dit calmement, brandissant le carton nacré. Je suis pile à l'heure. Je me suis glissée dans un banc à 3 rangées du fond, croisant mes jambes avec élégance. Ma mère s'est retournée depuis le premier rang, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson rouge. La mâchoire de papa s'est serrée si fort que je pouvais voir le muscle tressauter à 6 mètres de distance. Mais c'est la réaction de Léa qui a nourri ma résolution. Elle a attrapé le bras d'Antoine, ses lèvres parfaitement maquillées bougeant rapidement. Même d'ici, je pouvais lire la fureur dans son langage corporel. Bien. Qu'elle s'interroge. Qu'elle s'inquiète. La musique de l'orgue a enflé, tentant de restaurer l'ordre dans le chaos que j'avais créé simplement en me présentant. Le père François a éclairci sa gorge, ajustant ses lunettes alors qu'il jetait un coup d'œil entre la mariée et moi. La tension dans la cathédrale était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ni Léa, ni Antoine, pas même mes parents, c'est que je détenais toutes les cartes. La petite boîte en bois dans mon sac à main n'était pas n'importe quelle boîte. Elle contenait 6 mois de patience, des décennies de planification et le genre de justice qui arrive enveloppé dans des documents légaux. La cérémonie était sur le point de commencer, et j'étais exactement là où je devais être. 2 semaines plus tôt, je triais le courrier dans mon appartement du centre-ville quand je l'ai vu. Cette enveloppe avec l'écriture de Léa. Mes mains avaient tremblé en l'ouvrant, sachant déjà ce que j'allais trouver à l'intérieur. L'invitation était imprimée sur du carton nacré, exactement le même design que j'avais choisi pour notre mariage, la même police, la même formulation. Elle avait même utilisé la même calligraphe. Mais c'est le mot manuscrit glissé à l'intérieur qui m'a glacé le sang. Chère Sophie, je sais que cela pourrait être difficile, mais la famille devrait célébrer la famille. Viens voir à quoi ressemble le véritable amour. Nous serions désolés que tu manques ça. Avec tout notre amour, Léa et Antoine. J'étais restée là dans ma cuisine, lisant ces mots encore et encore. La cruauté de la chose, la méchanceté calculée. Elle ne me prenait pas seulement mon fiancé. Elle me le frottait au visage, utilisant mes propres plans de mariage comme arme. Cette nuit-là, j'avais appelé ma meilleure amie, Claire. N'y va pas, m'avait-elle supplié. C'est ce qu'elle veut, t'humilier. Mais Claire ne savait pas ce que je savais. Elle ne connaissait pas la rencontre que j'avais eue avec maître Jean-Luc Morin, l'avocat de ma grand-mère, juste une semaine auparavant. Elle ne connaissait pas les documents qui se trouvaient dans le coffre-fort de son bureau, attendant le moment parfait. J'y vais, lui ai-je dit,
et je vais leur donner un mariage qu'ils n'oublieront jamais. J'avais passé les 2 semaines suivantes à me préparer parfaitement, non pas pour la vengeance. Non, c'était trop simple, trop émotionnel. Il s'agissait de justice, de vérité, de enfin, après 32 ans à être la bonne fille, la discrète, celle qui ne faisait jamais de vagues, me lever et revendiquer ce qui me revenait de droit. J'avais même appelé Antoine une fois. Il avait décroché à la 3e sonnerie, sa voix coupable et défensive. « Sophie, je peux t'expliquer. »« Garde ça pour quelqu'un qui s'en soucie, » lui avais-je dit. « Je voulais juste m'assurer que tu es heureux de ton choix. » Quoi? 8 millions d'euros. Joyeux, Antoine. J'espère qu'elle en vaut la peine. J'avais raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Qu'il s'interroge sur ce que je voulais dire. Qu'il perde le sommeil à essayer de comprendre. Les hommes comme Antoine pensaient toujours qu'ils étaient les plus intelligents de la pièce. Il était sur le point d'apprendre le contraire. L'invitation était toujours sur ma table basse le matin du mariage, ce mot cruel visible en dessous. Mais je n'étais plus la même femme qu'il avait reçue. J'étais quelqu'un de plus forte, quelqu'un qui avait enfin appris qu'être gentille et être faible n'était pas la même chose. Grandir en tant que sœur aînée aurait dû signifier quelque chose. Dans la plupart des familles, c'était le cas. Mais dans la famille Dubois, j'étais le brouillon et Léa était le chef-d'œuvre. Cela a commencé quand nous étions enfants. Alors que Léa recevait une voiture pour ses 16 ans, une BMW blanche avec un ruban rouge, j'ai eu droit à une leçon sur la responsabilité et un abonnement de bus. Tu dois apprendre la valeur du travail acharné, avait dit papa, tandis que Léa publiait des photos Instagram depuis le siège conducteur. À chaque réunion de famille, les comparaisons étaient constantes. Léa est si sociable. Léa illumine la pièce. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur, Sophie? J'étais l'élève avec des A partout qui est entré à l'École nationale supérieure d'architecture pour l'architecture. Léa a à peine obtenu son diplôme d'une université d'État avec un diplôme en communication. Devinez quelle fête de remise de diplôme était la plus grande? Tu es trop sérieuse, disait maman, fronçant les sourcils devant mes croquis et mes plans. Les hommes n'aiment pas les femmes trop intelligentes. Pendant ce temps, Léa flottait dans la vie grâce à son charme et ses pommettes, prenant tout ce qu'elle voulait. Mon cavalier de balle de promo, ma place dans l'équipe de tennis universitaire. Elle ne jouait même pas au tennis avant de me voir gagner les championnats régionaux. Mon stage chez Durand Architecte jusqu'à ce qu'elle les convainque qu'elle serait meilleure pour les relations clients. Mais il y avait une personne qui voyait à travers tout ça. Grand-mère Élise. Tu as quelque chose que Léa n'aura jamais, m'avait-elle dit une fois, ses mains ridées couvrant les miennes. De la substance, de la patience, la capacité à construire quelque chose de réel. J'avais pensé qu'elle parlait de ma carrière d'architecte. Maintenant, assise dans cette cathédrale, je comprenais qu'elle voulait dire bien plus. Le schéma avec Léa était toujours le même. Elle voyait quelque chose qui me rendait heureuse, décidait qu'elle le méritait plus et le prenait. Nos parents l'encourageaient à chaque fois. Léa est juste pleine d'entrain, disait-il. Tu es la plus mature, Sophie. Sois la plus grande. J'avais été la plus grande pendant 32 ans. J'avais souri à travers la douleur, ravalé ma colère, accepté l'injustice. Même quand elle avait commencé à flirter avec Antoine à ma propre fête de fiançailles, je m'étais dit que j'imaginais des choses. Tu es paranoïaque, avait dit Antoine quand j'en avais parlé. C'est ta sœur. Elle est juste amicale. 3 mois plus tard, je les avais trouvés dans notre lit, dans l'appartement que je payais, sur les draps que nous avions reçus en cadeau de fiançailles. Et pourtant, nos parents avaient trouvé un moyen de me faire porter le chapeau. Tu travailles trop. Tu aurais dû lui prêter plus d'attention. Mais aujourd'hui, le brouillon était sur le point de devenir l'édition finale. Les trahisons de Léa avaient un schéma, comme une signature sur une scène de crime. Elle voulait toujours ce qui était à moi. Mais Antoine, il était son chef-d'œuvre de cruauté. Cela a commencé au lycée avec Julien Martin. Nous étions sortis ensemble pendant 6 mois, mon premier vrai petit ami. La nuit du bal de promo, je les avais trouvés en train de s'embrasser dans sa voiture. Il m'a embrassée, avait-elle pleuré à nos parents. J'ai essayé de l'arrêter.
Julien a été banni de notre maison, et on m'a dit d'arrêter d'être si dramatique. Puis vint la bourse Perrin. J'avais travaillé 3 ans pour l'obtenir, faisant du bénévolat, maintenant une moyenne de 20/20, construisant des maisons avec habitat pour l'humanité. La veille des entretiens finaux, mon portfolio avait mystérieusement disparu. Léa l'a retrouvé plus tard, abîmé par l'eau et ruiné. Elle est allée à l'entretien à ma place, affirmant qu'elle avait toujours été intéressée par le travail humanitaire. Elle a obtenu la bourse. Elle ne l'a jamais utilisée pour quoi que ce soit d'humanitaire, mais ce n'était que des échauffements comparés à Antoine. Nous nous étions rencontrés lors d'une conférence d'architecture. Il était charmant, ambitieux, tout ce que je pensais vouloir. Pendant 2 ans, nous avions construit une vie ensemble. Nous avions des projets, notre propre cabinet, une maison en banlieue, peut-être des enfants un jour. Léa vivait à Marseille à l'époque, travaillant comme influenceuse. Elle est rentrée pour Noël l'année dernière, a vu ma bague, a vu mon bonheur, et quelque chose a changé dans ses yeux. J'aurais dû savoir alors. À Pâques, elle lui envoyait des SMS constamment. Des trucs de travail, disait-elle. Elle ne travaillait pas dans l'architecture. À la Saint-Valentin, elle se présentait à nos dîners. Quelle coïncidence! En avril, je trouvais ses boucles d'oreilles dans notre chambre. Antoine disait que j'étais folle, que ça devait être tombé quand elle nous avait aidés à déménager des meubles. 3 semaines plus tard, je suis rentrée tôt d'un voyage d'affaires. Le son qui m'a échappé en les voyant n'était pas tout à fait humain. Mais ce qui faisait plus mal que la trahison, ce sont les premiers mots d'Antoine. Elle est tout ce que tu n'es pas spontanée, amusante, excitante, toutes les choses qui voulaient dire pas ennuyeuse comme Sophie. Ils ont emménagé ensemble la semaine suivante. Nos parents leur ont organisé une pendaison de crémaillère. Je n'étais pas invitée, mais maman a pris soin de me dire à quel point ils avaient l'air heureux. Mais voici ce que Léa n'a jamais compris en me prenant tout. Elle n'a jamais pris la peine de regarder de près ce qu'elle volait. Elle voyait la surface. Le beau fiancé, la bague, les plans de mariage. Elle ne voyait pas la dette, les mensonges, les cartes de crédit qu'Antoine avait ouvertes à mon nom. Elle ne voyait certainement pas ce que grand-mère avait vu ou ce qui attendait dans cette boîte en bois. Les chiffres me hantaient la nuit. 50 000 €. C'est ce que j'avais déjà dépensé pour notre mariage. Des acomptes que je ne pouvais pas récupérer. La robe, le lieu, le traiteur pour 200 invités qui regarderaient maintenant ma sœur épouser mon fiancé. Mais le coût financier n'était que le début. Le matin après les avoir surpris, j'étais entrée chez Bertrand et Associés, où j'avais travaillé pendant 7 ans, pour trouver tout le monde en train de me fixer. Quelqu'un avait vu Antoine quitter notre immeuble avec une valise. Quelqu'un d'autre avait vu la story Instagram de Léa depuis ma chambre. Au déjeuner, j'étais le scandale du bureau. Tu devrais peut-être prendre un congé, avait suggéré mon patron, Monsieur Bernard. Juste jusqu'à ce que les choses se calment. Ce congé m'a coûté le projet de la place du Pont, un développement de 40 millions d'euros que je dirigeais depuis 2 ans. Ils l'ont donné à Julien, qui était là depuis 6 mois. Nous avons besoin de quelqu'un sans distraction, avait expliqué Monsieur Bernard. La promotion qu'on m'avait promise, envolée. Le bonus sur lequel je comptais pour rembourser mes prêts étudiants, évaporé. Ma réputation professionnelle en lambeaux. Pendant ce temps, le cabinet d'architecture de notre famille, Dubois et Associés, l'entreprise que grand-mère Élise avait bâtie à partir de rien, perdait de l'argent. De mauvais investissements faits par mon père. Des contrats qui tombaient à l'eau. Nous étions à 3 mois de la faillite, bien que mes parents continuent de faire semblant que tout allait bien. Nous avons besoin que le mariage de Léa soit parfait, avait dit maman la semaine dernière. Les Moreau viennent et ils pourraient investir. Les Moreau, les riches parents d'Antoine qui n'avaient aucune idée que leur fils était noyé dans les dettes de jeu. Papa m'avait même appelé à ce sujet. Tu devrais venir au mariage, Sophie, pour les affaires de la famille. Elle m'a volé mon fiancé. Tu dois arrêter d'être si égoïste. C'est plus grand que tes sentiments. Je lui avais raccroché au nez. Puis j'avais appelé mon comptable et appris à quel point les choses étaient graves. Si l'entreprise coulait, je perdrais tout. Mon héritage, mon portefeuille, tout mon avenir.
C'est là que j'avais vraiment commencé à prêter attention aux documents que maître Jean-Luc Morin essayait de me montrer. C'est là que j'avais appris ce que grand-mère Élise avait vraiment laissé derrière elle. Votre grand-mère était une femme très intelligente, avait dit Jean-Luc, faisant glisser les papiers sur son bureau. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. L'entreprise valait 8 millions d'euros si vous saviez où chercher. Et grand-mère s'était assurée que ce serait moi qui chercherais. Papa avait même dit que j'aurais dû essayer plus fort de rendre Antoine heureux. Comme si son bonheur était ma responsabilité, comme si c'était moi qui avais échoué. Le massacre sur les réseaux sociaux avait commencé en quelques heures. Léa avait posté leur photo de fiançailles sur toutes les plateformes. Cette photo parfaite au coucher du soleil sur la plage. Sa main placée stratégiquement pour montrer la bague de ma grand-mère, celle avec laquelle Antoine m'avait demandé en mariage. La légende disait, quand on sait, on sait. Parfois l'amour vous trouve dans des endroits inattendus. J'ai hâte d'épouser mon meilleur ami, véritable amour âme sœur. Marié béni. 500 likes la première heure. Des commentaires de nos amis mutuels, mes amis, la félicitant. Vous êtes parfaits ensemble. L'amour l'emporte. Si heureux pour vous deux. Personne ne m'avait demandé de mes nouvelles. Au travail, je suis devenue invisible d'une autre manière. Les conversations s'arrêtaient quand je passais. Les invitations à déjeuner se sont taries. Le gala annuel que j'avais organisé pendant 5 ans. Ils ont demandé à Julie de reprendre le flambeau. Nous pensons juste que tu as besoin de moins de choses à gérer en ce moment, avait dit Monsieur Bernard. Ma colocataire d'université, Chloé, m'a supprimé de ses amis après que Léa ait dit à tout le monde que j'avais été émotionnellement abusive envers Antoine. Mon club de lecture s'est dissous plutôt que de prendre parti. Même mon professeur de yoga a suggéré que j'apportais peut-être une énergie négative à la classe. Le pire, c'était la pitié. Les quelques personnes qui me parlaient encore me regardaient comme si j'étais brisée. Comment ça va, demandaient-ils, leur voix dégoulinant d'une fausse compassion, avide de drame à partager à l'heure de l'apéritif. Claire est restée loyale, mais même elle ne comprenait pas, passe à autre chose, disait-elle. Bien vivre est la meilleure des revanches. Mais je n'étais pas intéressée par la vengeance. J'étais intéressée par la justice. Il y a une différence. Les réseaux sociaux de Léa sont devenus une torture quotidienne. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder des photos de mes prestataires, mon fleuriste, mon traiteur, mon lieu. Elle vivait littéralement mon mariage, juste avec un autre marié. Non, le même marié que j'avais choisi. Celui qui était censé être le mien. Dégustation de gâteau aujourd'hui avec une photo à la pâtisserie, La Douceur, où j'avais déjà versé un acompte. J'ai trouvé la robe dans la même boutique où j'avais acheté la mienne. Planification de la lune de miel de nos rêves en Italie. L'itinéraire exact que j'avais recherché pendant des mois. Chaque publication était un couteau tordu avec précision. Elle savait que je les verrais. Elle comptait dessus. Mais pendant qu'elle postait des photos, j'avais des conversations différentes avec des avocats, des comptables, des gens qui avaient travaillé avec grand-mère Élise pendant des décennies. Votre sœur n'en a aucune idée, n'est-ce pas ? Avait demandé maître Jean-Luc Morin lors de notre 3e rencontre. Non, avais-je répondu, m'autorisant enfin un léger sourire. Elle est trop occupée à planifier son mariage parfait. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, vous connaissez cette douleur. Mais voici où l'histoire prend un tournant inattendu. Avant de révéler ce qu'il y avait dans cette boîte, je veux vous demander quelque chose. Qu'auriez-vous fait dans ma situation ? Auriez-vous été au mariage ? Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'eux. Et si cette histoire résonne en vous, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment les autres à trouver ces histoires. Maintenant, laissez-moi vous raconter la conversation qui a tout changé. 3 jours avant le mariage, Léa a appelé. J'ai reconnu sa sonnerie, Material Girl, parce que bien sûr, et j'ai failli ne pas répondre. Mais quelque chose m'a fait décrocher. Tu ne viens pas, n'est-ce pas ? Sa voix était un poison sucré. Je ne le manquerai pour rien au monde. Silence. Puis, Sophie, ne te ridiculise pas, ce n'est pas à moi d'avoir honte. Écoute, je sais que tu es blessée.
Blessée? J'ai ri. Et même moi, j'ai été surprise de la façon dont je sonnais calme. Je ne suis pas blessée, Léa. Je suis reconnaissante. Reconnaissante? Tu m'as rendu service. Antoine est tout à toi. Une autre pause. Je pouvais pratiquement l'entendre essayer de comprendre mon angle. Ne porte juste pas de blanc ou quelque chose de psychopathe. Je n'y penserai même pas, ai-je menti doucement. Elle a raccroché en premier. 5 minutes plus tard, Antoine m'a envoyé un SMS. On peut parler? Puis, je suis désolée de la façon dont les choses se sont passées. Puis, tu mérites de connaître la vérité. Puis, c'est à propos de l'argent. Ce dernier m'a fait marquer une pause. Il ne connaissait pas le testament de grand-mère. C'était encore scellé. Alors de quel argent parlait-il? Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait des captures d'écran de tout. Le lendemain matin, maman est arrivée à mon appartement sans prévenir. Elle se tenait dans mon embrasure de porte dans son tailleur Chanel, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Tu dois rester à la maison samedi. C'est un pays libre, maman. Sophie, s'il te plaît. Juste cette fois, pense à la famille. Comme Léa a pensé à la famille quand elle a couché avec mon fiancé? Le visage de maman s'est tendu. C'est différent. Ils sont tombés amoureux dans mon lit. Tu es vulgaire. Je suis honnête. Il y a une différence. Elle a sorti son chéquier. Elle a vraiment sorti un chéquier en 2024. Combien faudra-t-il? Pardon? Pour que tu restes à l'écart. 5 000? 10 000? Je la regardais, ma propre mère, essayant d'acheter mon absence au mariage de ma sœur avec mon ex-fiancé. Garde ton argent, ai-je dit doucement. Tu en auras besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande à papa à propos du contrat Perrin. Demande-lui à propos des prêts qu'il a contractés contre l'entreprise. Son visage est devenu pâle. Comment tu? Au revoir, maman. Après qu'elle soit partie, j'ai appelé maître Jean-Luc Morin. Tout est prêt? Les documents sont authentifiés et scellés. Les membres du conseil d'administration ont été prévenus d'être en attente. Et le timing? Quand vous voulez, mademoiselle Dubois. Votre grand-mère s'en est assurée. J'ai raccroché et regardé la robe Chanel blanche suspendue à la porte de mon placard. Presque l'heure. L'intervention familiale a eu lieu le vendredi soir, moins de 18 heures avant le mariage. Ils m'ont tendu une embuscade à mon appartement. Maman, papa et tante Patricia, la force de frappe familiale. Cela a assez duré, a commencé papa, s'installant sur mon canapé comme s'il en était propriétaire. Tu ne vas pas ruiner le mariage de ta sœur. Je ne ruine rien. J'assiste comme invité. Tante Patricia a serré ses perles. Toute la famille élargie sera là. Les Bernard, les Lefebvre, les Bertrand. Que vont penser les gens? La vérité. Ne sois pas insolente, a claqué papa. L'entreprise a besoin que ce mariage se passe parfaitement. La famille d'Antoine a des relations. Antoine a 200 000 euros de dette, ai-je dit calmement. Il vous l'a dit? La pièce est devenue silencieuse. Maman s'est ressaisie en premier. Tu mens. Dette de jeu, carte de crédit, une entreprise ratée à Marseille. J'ai sorti les fichiers sur mon téléphone. J'avais fait enquêter un détective privé après les avoir trouvés ensemble. Je voulais savoir quel genre d'homme j'avais failli épouser. Le visage de papa devenait violet. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits. Il a ouvert 3 cartes de crédit à mon nom. Je me bats toujours contre les accusations de fraude. C'est exactement pourquoi il t'a quitté, a dit maman froidement. Tu es si contrôlante. Il ne m'a pas quitté. Il m'a trompé avec ma sœur qui est la bienvenue avec lui. Arrête d'être vindicative, a dit tante Patricia. La famille soutient la famille. Où était ce soutien quand j'en avais besoin? Tu es l'aînée, la responsable. Agis comme telle. Mon téléphone a vibré. Maître Jean-Luc Morin. Vérification finale terminée.
Membre du conseil confirmé pour réunion d'urgence lundi 9h. J'ai regardé ma famille. Ces gens qui n'avaient jamais pris mon parti, qui avaient passé toute ma vie à me rapetisser pour que Léa puisse briller davantage. Je vous vois tous demain, ai-je dit, me levant. 14h pile. Papa s'est levé aussi, essayant de me dominer. Si tu te montres demain, quoi? Tu me déshériteras? Tu me couperas les ponts? Tu l'as déjà fait quand tu as donné à Léa mes prestataires de mariage, mon lieu, ma vie. Nous essayons de sauver l'entreprise familiale. Non, ai-je dit, ouvrant ma porte. Vous essayez de vous sauver vous-même. Il y a une différence. Tandis qu'il sortait, maman s'est retournée. Ta grand-mère aurait honte de toi. J'ai souri alors, mon premier vrai sourire depuis des mois. On verra ça. Après leur départ, j'ai ouvert la boîte en bois une fois de plus, passant mes doigts sur les documents légaux à l'intérieur. Le vrai testament de grand-mère Élise, celui qu'elle avait caché à tout le monde sauf à maître Jean-Luc Morin. Demain, tout allait changer. Grand-mère Élise était décédée 6 mois plus tôt, un mardi pluvieux de janvier. J'avais été la seule avec elle à la fin, tenant sa main parcheminée pendant qu'elle luttait pour respirer. Patience, ma chère, avait-elle murmuré, ses yeux toujours vifs malgré la morphine. Les discrets changent le monde. À ses funérailles, Léa avait sangloté de façon dramatique malgré le fait qu'elle n'ait pas rendu visite une seule fois pendant les 3 mois de lutte de grand-mère contre le cancer. Elle avait même essayé de faire un éloge funèbre, mais s'était effondrée après 2 phrases. Tout le monde l'avait consolée. Pauvre Léa. Elle est si sensible. Je n'avais fait aucun éloge funèbre. J'étais restée assise au fond, les yeux secs, me souvenant de la vraie Élise Dubois, la femme qui avait bâti un cabinet d'architecture à partir de rien en 1978, alors que les femmes n'étaient pas censées diriger des entreprises. 2 semaines après les funérailles, maître Jean-Luc Morin m'avait appelé. Votre grand-mère a laissé des instructions spécifiques. La lecture du testament est reportée de 6 mois. Pourquoi? Elle a dit que vous comprendriez le moment venu. Je n'avais pas compris alors, mais à mesure que le printemps laissait place à l'été et que ma vie s'effondrait morceau par morceau, j'ai commencé à recevoir des appels de Jean-Luc, des anciens partenaires commerciaux de grand-mère, de personnes dont je n'avais jamais entendu parler qui connaissaient des choses sur l'entreprise de notre famille que même papa ne savait pas. Votre grand-mère était préoccupée, avait dit Jean-Luc lors de notre première vraie rencontre, par la gestion de votre père, par l'influence de votre sœur, mais surtout par vous. Par moi? Elle a dit que vous étiez la seule à comprendre ce qu'elle avait construit, la seule à se soucier de l'héritage au lieu du style de vie. Il m'avait montré des documents, des statuts d'entreprise, des dépôts de brevets, des titres de propriété. Dubois et associés valaient bien plus que quiconque ne le savait. Grand-mère avait tranquillement racheté des actions pendant des décennies, les plaçant dans une fiducie. Mais il y a des conditions, avait expliqué Jean-Luc, des conditions très spécifiques. La principale, l'héritier devait être célibataire ou marié à une personne approuvée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration choisi par grand-mère, pas les copains de golf de papa, quelqu'un de financièrement stable, quelqu'un de bonne moralité. Elle savait, avais-je dit, la compréhension commençant enfin à poindre. Elle savait pour Antoine. Elle soupçonnait. Elle connaissait aussi les schémas de votre sœur. Donc, si Léa épouse Antoine, elle perd tout droit à l'héritage, et si elle est déjà mariée à lui au moment de la lecture du testament, elle ne peut pas le contester. Jean-Luc avait souri. Votre grand-mère était une femme très stratégique. Maintenant, la nuit précédant le mariage, je tenais le testament scellé dans mes mains. 6 mois exactement depuis le décès de grand-mère. Le timing était parfait. Merci, avais-je murmuré à sa mémoire. Pour m'avoir vu, pour avoir cru en moi. Demain, la patience deviendrait pouvoir. La pleine portée du plan de grand-mère était à couper le souffle. Dubois et associés n'était pas juste un petit cabinet familial. C'était la pointe d'un iceberg de 8 millions d'euros. Sur 40 ans, grand-mère avait tranquillement acquis des brevets, des propriétés et des partenariats, les gardant dans des entités séparées qu'elle seule contrôlait. L'immeuble de bureau de la rue de Rivoli, détenu par une fiducie, le logiciel de conception révolutionnaire utilisé par le cabinet.
Elle détenait le brevet, les contrats avec 3 entreprises du CAC 40, des relations personnelles qu'elle avait entretenues en dehors des affaires officielles. Votre père n'a jamais pris la peine de regarder, avait expliqué Jean-Luc, étalant les documents sur sa table de conférence. Il a supposé qu'il savait tout sur l'entreprise parce que son nom était sur la porte. Mais les conditions d'héritage étaient inattaquables. L'héritier doit être du sang du bois, célibataire ou marié à une personne d'une stabilité financière démontrable, approuvé par le conseil d'administration dans les 30 jours suivant la lecture du testament, de bonne moralité telle que définie par des critères spécifiques. Ce dernier point était le coup de maître de grand-mère. Elle avait défini la moralité en termes légaux. Pas de casier judiciaire, pas de dette impayée de plus de 50 000 €, pas d'antécédent d'infidélité conjugale avec une personne fiancée ou mariée. Elle a vraiment pensé à tout, avais-je admiré. Elle avait 6 mois après vos fiançailles pour affiner la formulation, avait dit Jean-Luc. Elle était préoccupée par Antoine dès le début. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle croyait qu'il fallait laisser les gens se révéler. Le conseil d'administration était également stratégique. 5 personnes avec lesquelles grand-mère avait travaillé pendant des décennies, toutes d'une intégrité inébranlable. Elles attendaient, partenaires silencieux dans son plan. Que se passe-t-il si personne ne remplit les conditions, avais-je demandé. L'ensemble de la succession va à la Fondation internationale pour l'architecture féminine. Et si Léa conteste ? Elle peut essayer, mais épouser un homme avec plus de 200 000 € de dette de jeu qui a commis une fraude de crédit contre sa propre sœur. Jean-Luc avait secoué la tête. Aucun juge ne passerait outre les souhaits de votre grand-mère pour ça. L'invitation de mariage sur ma table basse semblait me narguer. Viens voir à quoi ressemble le véritable amour. Le véritable amour. Léa pensait qu'elle avait gagné parce qu'elle avait pris Antoine. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait en fait tout perdu au moment où elle avait dit « oui ». La boîte en bois était posée à côté de l'invitation, contenant non seulement le testament, mais aussi les rapports de crédit d'Antoine, la documentation de fraude et 3 ans de lettres personnelles de grand-mère exprimant ses préoccupations concernant le caractère de Léa. Demain, au bon moment, la vérité allait libérer tout le monde, qu'il le veuille ou non. La réception du mariage battait son plein quand je suis arrivée, le cocktail précédant la cérémonie. L'idée de sophistication de Léa. J'entendais les rires flotter du jardin où les invités se mêlaient avec champagne et jugement. Le plan de table à l'entrée me disait tout ce que je devais savoir sur ma place dans ce cirque. Table 19, la dernière table dans le coin près des portes de la cuisine. J'étais assise avec les familles du personnel traiteur et les accompagnateurs ajoutés à la dernière minute. Sophie. Camille, l'une des demoiselles d'honneur de Léa, est apparue avec un groupe d'autres. Elles portaient toutes des robes roses poudrées assorties et des sourires narquois identiques. On ne pensait pas que tu viendrais vraiment. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, dis-je calmement, signant le livre d'or d'une main ferme. Elles gloussèrent derrière leurs mains manucurées, déjà en train d'envoyer frénétiquement des SMS. En quelques minutes, les murmures se répandirent dans le jardin comme une traînée de poudre. Je me dirigeai dehors où 200 invités firent semblant de ne pas regarder. Le jardin était décoré exactement comme je l'avais prévu pour mon mariage. Des roses blanches, des guirlandes lumineuses, même le même quatuor à cordes jouant le canon de Pachelbel. Puis je le vis, Monsieur Bertrand, PDG de Bertrand Industries, notre plus gros client potentiel. Il discutait avec les parents d'Antoine qui faisaient leur meilleure démonstration de richesse malgré les dettes de leur fils. Sophie, Monsieur Bertrand hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. La famille, c'est la famille, répondis-je, acceptant une flûte de champagne d'un serveur passant. De l'autre côté du jardin, je repérai une autre surprise. 3 membres du conseil d'administration de grand-mère. Ils n'étaient pas censés être là, mais chacun croisa mon regard et hocha légèrement la tête. Maître Jean-Luc Morin avait été occupé. La coordinatrice du mariage annonça qu'il était temps de prendre place pour la cérémonie. En passant devant la table d'honneur, j'entendis la voix de Léa depuis la fenêtre de la suite nuptiale au-dessus. Elle est vraiment là en blanc ? Mon Dieu, elle est tellement pathétique. La réponse d'Antoine fut étouffée, mais je saisis les mots « héritage » et « erreur ».
Je m'assis sur ma chaise à la table 19, entouré d'étrangers qui n'avaient aucune idée de qui j'étais. Parfait. Je voulais être invisible jusqu'au moment où je ne le serais plus. Le quatuor à cordes passa à la musique de procession. Les invités se tournèrent vers l'allée, les téléphones levés pour capturer le moment parfait. Les demoiselles d'honneur commencèrent leur marche, chacune me lançant un regard de pitié ou de dégoût en passant. Puis vint Antoine, prenant sa place à l'autel sans même un coup d'œil dans ma direction. Son témoin lui murmura quelque chose qui le fit rire nerveusement. La musique enflait, tout le monde se leva, et là était Léa, radieuse en blanc, marchant vers son destin. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison sur le véritable amour qui serait révélé aujourd'hui. La cérémonie se déroula comme une insulte magnifiquement orchestrée. Le père François parla d'amour, d'engagement et d'honnêteté, tandis qu'Antoine s'agitait nerveusement et Léa rayonnait de triomphe. Puis vinrent les vœux personnels. Bien sûr, Léa avait insisté sur des vœux personnels. Elle commença, sa voix portant à travers le jardin avec une émotion travaillée. Antoine, tu es entré dans ma vie quand je m'y attendais le moins. Tu m'as montré à quoi ressemble vraiment le véritable amour. Certaines personnes, elle fit une pause, me regardant directement, passent leur vie à croire qu'elles savent ce qu'est l'amour. Mais l'amour réel, le véritable amour, ne peut pas être forcé. Il ne peut pas être programmé ou planifié. Il arrive, c'est tout. Et quand il arrive, rien ni personne ne peut se mettre en travers de son chemin. La foule murmura avec appréciation. Plusieurs personnes se tournèrent vers moi, attendant une réaction. Je gardais mon visage parfaitement neutre, mes mains calmement jointes sur mes genoux. Les vœux d'Antoine furent plus courts, plus vagues. Léa, tu apportes de l'excitation dans ma vie. Tu es spontanée, amusante, tout ce que je n'ai jamais su que je recherchais. Il déglutit difficilement. Tu me fais sentir vivant d'une manière inattendue. Je remarquai qu'il n'avait jamais utilisé le mot « amour ». Pas une seule fois. Le père François sourit avec bienveillance. Ces deux âmes se sont trouvées contre toute attente, surmontant les obstacles pour être ici aujourd'hui. Des obstacles. Étais-je cela maintenant? Un obstacle qu'ils avaient surmonté. Le mariage est un lien sacré, continua le père François. Il exige honnêteté, confiance et respect mutuel. Il exige que les deux partenaires s'unissent librement, sans réserve ni intention cachée. Je vis la mâchoire d'Antoine se contracter à « intention cachée ». Il connaissait ses dettes. Il savait ce qu'il recherchait vraiment. Mais Léa le savait-elle? Avant de continuer, dit le père François, je dois rappeler à tous que le mariage n'est pas seulement une union des cœurs, mais aussi un contrat légal contraignant aux yeux de Dieu et de la loi. Plusieurs membres du conseil de grand-mère se penchèrent légèrement en avant. Ils savaient ce qui allait arriver. Si quelqu'un ici connaît un empêchement légal à ce mariage, une raison pour laquelle ces deux-là ne devraient pas être unis dans les liens sacrés du mariage, qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Le jardin devint silencieux. 200 personnes retinrent leur souffle. Léa se tourna légèrement, me regardant directement avec un sourire narquois qui disait « Je te défie ». Je me levai. Des halètements se répandirent dans la foule comme des dominos qui tombent. Le visage de Léa passa de suffisant à choquer. Antoine devint blanc comme un linge. Je m'y oppose, dis-je, ma voix claire et ferme. Pour des raisons légales. Le père François cligna des yeux de surprise. Des raisons légales? J'avançai, sortant la boîte en bois de mon sac à main. J'ai des documents qui affectent matériellement cette union. Le silence était assourdissant. C'est le moment où tout a changé. Si quelqu'un vous avait humilié comme ça, seriez-vous resté silencieux? Ou auriez-vous fait ce que j'ai fait ensuite? Je suis curieuse, quelle est la plus grande trahison que vous ayez surmontée? Partagez-la dans les commentaires si vous êtes à l'aise. Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui traverse la même chose. Et rappelez-vous, si vous appréciez cette histoire, le bouton d'abonnement est juste là. Maintenant, laissez-moi vous raconter le moment le plus satisfaisant de ma vie. Je m'oppose pour des raisons légales. Ma voix porta à travers le jardin avec une clarté qui me surprit moi-même. 200 visages se tournèrent à l'unisson, une mer de choc et d'incrédulité.
Le verre de champagne de quelqu'un frappa le sol avec un craquement sec. Le père François avait l'air de n'avoir jamais vu personne s'opposer auparavant. Mademoiselle Dubois, c'est très inhabituel. J'ai des documents qui affectent matériellement cette union, dis-je, marchant dans l'allée à pas mesurés. Ma robe Chanel blanche captait la lumière de l'après-midi, et j'entendis quelqu'un murmurer, elle a porté du blanc au mariage de sa sœur. Oui, je l'ai fait. Sophie, assieds-toi. La voix de ma mère claqua comme un fouet depuis le premier rang. Je l'ignorais, atteignant l'hôtel où Léa se tenait figée, son bouquet tremblant dans ses mains. Antoine avait l'air de pouvoir s'enfuir à tout moment. Ce sont des documents légaux, dis-je, tendant la boîte en bois au père François. Authentifiés et notariés concernant la succession d'Élise Dubois et les conditions affectant tout mariage au sein de la famille Dubois. Le père François hésita. Je ne pense pas, lisez-les, dit maître Jean-Luc Morin, se levant de son siège au 5e rang. Je suis Jean-Luc Morin, avocat de la succession Dubois. Ces documents sont juridiquement contraignants et sensibles au temps. Léa retrouva sa voix. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas simplement. En fait, je peux. Je me tournai vers la foule, ma voix portant clairement. Il y a 6 mois, notre grand-mère Élise Dubois est décédée. Ce que la plupart d'entre vous ignorent, c'est qu'elle a laissé un testament très spécifique avec des conditions très spécifiques. Tu mens. Siffla Léa. Le testament a été lu. J'étais là. C'était le testament préliminaire, dit Jean-Luc Morin, avançant. La documentation complète de la succession a été scellée pendant 6 mois, conformément aux instructions explicites de Madame Dubois. Aujourd'hui marque exactement 6 mois depuis son décès. Le père François ouvrit la boîte d'une main tremblante, en sortant les épais documents légaux. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. Ceci dit que l'intégralité de la succession Dubois, évaluée à 8 millions d'euros, est léguée à Sophie-Marie Dubois sous condition de son statut matrimonial. Des halètements se répandirent dans la foule. Je vis monsieur Bertrand se pencher en avant, soudain très intéressé. Il est stipulé que l'héritière doit être célibataire ou mariée à une personne d'une stabilité financière démontrable approuvée par le conseil d'administration, continua le père François, sa voix devenant plus forte. Il est également stipulé que tout membre de la famille Dubois qui épouse une personne ayant des dettes impayées dépassant 50 000 euros ou des antécédents de fraude financière perd tous ses droits à la succession. Antoine vacilla sur ses pieds. Léa lui agrippa le bras, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. De plus, lut le père François, tout membre de la famille qui se livre à une infidélité conjugale avec une personne fiancée est définitivement exclu de l'héritage. Le silence était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber dans ce jardin. Combien as-tu de dettes, Antoine, demandai-je d'un ton de conversation. La dernière fois, c'était plus de 200 000, n'est-ce pas? Plus les cartes de crédit que tu as ouvertes à mon nom. La foule éclata. La voix du père François résonna dans le jardin stupéfait tandis qu'il continuait à lire le testament, chaque mot tombant comme un coup de marteau. L'intégralité de la succession Dubois, y compris le cabinet d'architecture Dubois et associés, tous les brevets, propriétés et partenariats associés, évalués à 8 millions d'euros, est par la présente léguée à Sophie-Marie Dubois. Le visage de Léa était passé du rouge au blanc, puis à une nuance alarmante de gris. C'est impossible. L'entreprise est à papa. L'entreprise est bâtie sur les brevets de grand-mère, dis-je calmement. Ses propriétés, ses partenariats. Papa la gérait, mais il ne l'a jamais possédée. Grand-mère s'en est assurée. Jean-Luc Morin sortit des documents supplémentaires. Madame Élise Dubois a conservé 78% de la propriété par le biais de diverses fiducies et sociétés holding. Elle a été très spécifique quant aux conditions d'héritage. C'est une fraude. Antoine retrouva enfin sa voix. Vous ne pouvez pas simplement. Monsieur Martin, Jean-Luc s'adressa directement à lui. Savez-vous qu'ouvrir des cartes de crédit au nom d'une autre personne est un crime fédéral? Mademoiselle Dubois a choisi de ne pas porter plainte pour l'instant. La foule bourdonnait maintenant. Les téléphones sortaient, les gens enregistraient. Tout cela serait sur les réseaux sociaux en quelques heures. Le père François s'éclaircit la gorge. Il y a plus.
Il est stipulé ici que tout mariage célébré sous de faux prétextes, spécifiquement concernant le statut financier ou avec l'intention de frauder, peut être contesté en justice. Nous ne sommes pas encore mariés, hurla Léa. Cela ne s'applique pas. En fait, l'une des membres du conseil, Madame Chen, se leva. Au moment où vous avez annoncé publiquement vos fiançailles, vous avez déclenché la clause de moralité. Épouser le fiancé de votre sœur alors qu'il était toujours fiancé à elle constitue un manque de moralité démontrable tel que défini à l'article 7, sous-section 3. Tu savais? Léa se tourna vers moi, ses cheveux soigneusement coiffés se défaisant. Tu savais tout cela depuis le début? Je l'ai découvert il y a 2 semaines, dis-je, juste après que tu m'aies envoyé cette charmante invitation me disant de venir voir à quoi ressemble le véritable amour. Mais si tu es mariée à Antoine, commença désespérément Léa. Je ne suis pas mariée à Antoine. Tu le es, ou tu étais sur le point de l'être? Je me tournai vers la foule. Antoine Martin a plus de 200 000 € de dettes de jeu, 3 cartes de crédit à mon nom saturées et une entreprise ratée qu'il n'a jamais divulguée. Le conseil ne l'approuverait jamais. Ce qui signifie que si je l'avais épousé, j'aurais tout perdu, moi aussi. Les implications frappèrent Léa comme un coup physique. Elle tituba en arrière, ses talons de créateur s'accrochant à sa traîne. Tu m'as rendu service, Léa, continuai-je. Tu m'as épargné de faire la plus grosse erreur de ma vie. Et en retour, tu obtiens Antoine, dette et tout, tandis que j'obtiens l'entreprise, les propriétés et l'avenir que grand-mère m'a toujours destiné. Le contrat de mariage, cria soudain Antoine. Léa, le contrat de mariage que tu as signé. Tout le monde se tourna pour le regarder. Quel contrat de mariage? La voix de Léa était à peine un murmure. Celui où tu as accepté de garder les finances séparées, dit désespérément Antoine. Où tu as renoncé aux droits sur les biens de chacun? Tu veux dire celui qui protège tes biens? Léa rit hystériquement. Quel bien, Antoine? Tes dettes? Le jardin éclata dans le chaos. Le délitement se produisit en temps réel, comme regarder un bâtiment s'effondrer au ralenti. Antoine agrippa les mains de Léa, sa voix désespérée. Léa, on peut arranger ça. Elle se dégagea de lui. Arranger quoi? Tu es fauché. Tu m'as menti. Je n'ai jamais menti. Tu as dit que tu avais réussi. Tu as dit que tu avais des investissements. J'ai des investissements. Dans quoi? Des parties de poker. Elle criait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Tu savais pour l'héritage? Tu savais et tu m'as choisi quand même? Le silence d'Antoine était accablant. La vérité était écrite sur tout son visage. Il avait pensé que Léa hériterait, pas moi. Il avait misé sur la mauvaise sœur. Tu m'as utilisé, murmura Léa, la réalisation la frappant. Tu n'as pas pu avoir l'argent de Sophie, alors tu as pensé avoir le mien. Mes parents s'étaient précipités à l'hôtel. Maman essayant de sauver quelque chose. N'importe quoi. C'est une affaire de famille. Tout le monde, s'il vous plaît. Madame Dubois, la voix de Monsieur Bertrand coupa le chaos. Est-il vrai que votre mari gérait une entreprise qu'il ne possède pas réellement? Le visage de papa devint violet. C'est absurde. En fait, interrompit Jean-Luc Morin. J'ai ici des documents montrant que Monsieur Dubois a contracté plusieurs prêts sur les actifs de l'entreprise qu'il ne possède pas. C'est une fraude. Le conseil engagera des poursuites judiciaires. Le conseil, balbutia papa. Quel conseil? Je suis le président d'une entreprise que vous n'avez jamais possédée, dit calmement Madame Chen. Votre poste est révoqué avec effet immédiat. Mademoiselle Sophie Dubois est la nouvelle PDG, sous réserve de l'approbation du conseil, que je peux vous assurer qu'elle recevra à l'unanimité. Les dominos continuaient de tomber. Les parents d'Antoine s'éloignaient de l'hôtel. Le visage de sa mère était un masque d'horreur alors qu'elle réalisait que les dettes de son fils étaient à nouveau son problème. Les Martin, qui avaient été si fiers quelques instants auparavant, avaient l'air de vouloir disparaître. Le mariage est annulé, annonça inutilement le père François. L'hôtel ressemblait à une zone de guerre.
le bouquet de Léa piétiné, la boutonnière d'Antoine écrasée, le cierge d'unité renversé. Ce n'est pas fini, me grogna Léa, son image de princesse de conte de fées complètement brisée. Je contesterai ça. Je porterai plainte. Avec quel argent, demandai-je doucement. Tu viens de quitter ton emploi pour planifier ce mariage. Antoine est endetté. Maman et papa sont sur le point d'être enquêtés pour fraude, et tu as signé un contrat de mariage renonçant aux droits financiers. La vérité de sa situation la frappa comme un coup de massue. Elle avait tout abandonné pour un homme qui était pire que fauché. Il était un fardeau. Grand-mère disait toujours que tu étais spéciale, dit Léa amèrement. Sa précieuse Sophie. Non, corrigeai-je. Elle disait que j'étais patiente. Il y a une différence. Jean-Luc Morin s'avança. La réunion du conseil est lundi à 9h, mademoiselle Dubois. Nous aurons besoin de vous pour accepter formellement votre poste. J'acquiesçai, puis regardai la foule stupéfaite. Merci à tous d'être venus. Je crois que la réception est toujours payée. Mon acompte en fête. S'il vous plaît, profitez de la fête. Puis je me tournai et redescendis l'allée, laissant le chaos derrière moi. La machine judiciaire commença à tourner avant même que j'atteigne ma voiture. Jean-Luc Morin était un maestro dirigeant une symphonie de conséquences. Monsieur Martin, cria-t-il, empêchant Antoine de fuir. Vous devrez rester. La police a quelques questions concernant ces cartes de crédit frauduleuses. 2 agents étaient apparus. Apparemment, Jean-Luc avait anticipé ce moment. Il n'arrêtait pas Antoine. Pas encore. Mais l'interrogatoire suffirait à détruire ce qui restait de sa réputation. C'est un piège, cria Antoine. Elle m'a tendu un piège. Vous vous êtes tendu un piège au moment où vous avez commis une fraude, dit calmement l'agent Duval. Nous avons juste besoin de vérifier quelques signatures. Pendant ce temps, les membres du conseil avaient acculé mon père. Madame Chen tenait une tablette, faisant défiler les relevés financiers. Monsieur Dubois, pouvez-vous expliquer ce retrait du compte de l'entreprise et celui-ci et ces 17 autres? C'était des dépenses professionnelles pour votre hypothèque personnelle. Monsieur Yamamoto, un autre membre du conseil, haussa un sourcil. C'est de la malversation. Je suis le président. Vous l'étiez, corrigea Madame Chen. Vous étiez le président d'une entreprise que vous n'avez jamais possédée. Les invités au mariage s'étaient séparés en 2 camps. Ceux qui fuyaient le drame et ceux qui enregistraient chaque seconde. J'ai vu au moins 3 personnes en direct. Mariage catastrophe. Grand-mère était probablement déjà en vogue. Léa tenta un dernier coup désespéré. Attendez, si Antoine et moi ne nous marions pas, alors Sophie peut l'épouser et tout perdre. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Léa, je n'épouserai pas Antoine maintenant même s'il était le dernier homme sur terre. D'ailleurs, les accusations de fraude le rendent inéligible en vertu de la clause de moralité de grand-mère. Il est toxique pour tout héritage Dubois. Tu as planifié ça, accusa-t-elle. Tu savais que je le volerais? Je me doutais que tu essaierais. Tu veux toujours ce qui est à moi. Mais Antoine était une surprise. Je ne connaissais pas ses dettes avant de vous trouver ensemble. Amusant comme les choses se passent. Monsieur Bertrand s'approcha de moi alors que j'atteignais ma voiture. Mademoiselle Dubois, Bertrand Industrie aimerait discuter d'un partenariat avec Dubois et Associés. Sous votre direction, bien sûr. Mon bureau vous appellera lundi, dis-je professionnellement, bien qu'à l'intérieur, je criais de joie. C'était le contrat que papa poursuivait depuis 2 ans. Votre grand-mère serait fière, dit-il doucement. Elle disait toujours que vous étiez l'avenir de l'entreprise. Alors que je partais en voiture, je vis la scène dans mon rétroviseur. Léa sanglotant à l'hôtel, Antoine interrogé par la police, mes parents criant après Jean-Luc Morin, et 200 invités capturant chaque instant pour la postérité. La salle de réception était toujours prête, le gâteau attendant toujours d'être coupé, l'orchestre se demandant probablement s'il devait jouer. Mon mariage parfait transformé en désastre parfait pour Léa. Justice avait été rendue et c'était délicieux. Le dimanche matin, la vidéo était devenue virale.
La sœur de la mariée s'oppose avec un testament de 8 millions d'euros, avait 3 millions de vues et ce n'était pas fini. Quelqu'un avait filmé l'intégralité de mon entrée en blanc à l'effondrement total de Léa. Les commentaires étaient brutaux, mais la plupart étaient de mon côté. La sœur a eu exactement ce qu'elle méritait. Grand-mère joue aux échecs en 4D depuis l'au-delà. Imaginez gâcher 8 millions d'euros pour un tricheur fauché. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer. Claire a appelé en premier. Ma fille, tu es célèbre. Et rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Mais les vraies conséquences ne faisaient que commencer. L'Instagram de Léa, où elle avait documenté chaque moment de la planification du mariage, est devenu un cimetière de publications supprimées et de commentaires vicieux. Sa carrière d'influenceuse était terminée avant même d'avoir commencé. Antoine avait complètement disparu. Ses réseaux sociaux étaient inactifs. Son appartement était déjà mis en location, et la rumeur disait qu'il avait fui chez ses parents en province. L'enquête pour fraude était en cours, mais mon avocat m'a assuré qu'il devrait au moins rembourser l'argent qu'il avait volé. Les conséquences professionnelles furent encore plus spectaculaires. Dès le lundi matin, 3 clients importants avaient contacté Dubois et Associés, demandant spécifiquement à travailler avec moi. L'histoire d'une femme qui avait tranquillement bâti son succès tandis que sa famille la sous-estimait. C'était le genre de leadership qu'il voulait. Votre grand-mère était une légende, m'a dit un PDG. Elle a construit cette entreprise à une époque où les femmes n'étaient pas censées diriger des affaires. Il semble qu'elle soit entre de bonnes mains. La réunion du conseil était une formalité. Approbation unanime, exactement comme Jean-Luc l'avait prédit. J'étais officiellement PDG de Dubois et Associés avec le contrôle total d'un empire de 8 millions d'euros que j'avais contribué à construire, mais que je n'aurais jamais pensé diriger. Papa a essayé de se présenter au bureau le lundi après-midi. La sécurité l'a refoulé. J'avais révoqué son accès. L'enquête sur sa malversation avançait. Il éviterait probablement la prison, mais sa réputation était détruite. Maman a appelé 17 fois avant que je ne réponde enfin. Comment as-tu pu faire ça à ta famille? Je n'ai rien fait, maman. J'ai juste arrêté de vous laisser me faire des choses. Ta sœur est détruite. Elle survivra. Peut-être qu'elle apprendra même quelque chose. Elle a dû rentrer à la maison. Alors peut-être que tu pourras enfin lui enseigner les conséquences. L'appel s'est terminé avec maman pleurant que j'avais tout ruiné. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas coupable. Je n'avais rien ruiné. J'avais révélé la vérité. Le titre de la section affaires de mardi, Dubois et Associés sous nouvelle direction, les actions s'envolent. La mise à jour de mercredi, Antoine Martin arrêté pour fraude de crédit. Le rebondissement de jeudi, Léa a commencé un emploi chez Starbucks. La victoire de vendredi, Bertrand Industries a signé un contrat de 40 millions d'euros avec Dubois et Associés. Grand-mère avait eu raison. Les discrets changent le monde. Nous le faisons juste avec des papiers au lieu de faire du bruit. 2 semaines après le désastre du mariage, ma famille a tenté une réconciliation. Ils se sont présentés à mon nouveau bureau, la suite d'angle qui était celle de papa, l'air de réfugié de leur ancienne vie. Papa avait vieilli de 10 ans en 2 semaines. L'enquête avait gelé ses avoirs personnels. Les vêtements de créateur de maman semblaient froissés, ses cheveux parfaits non coiffés. Et Léa? Elle avait l'air creuse, comme si quelqu'un lui avait vidé l'intérieur et n'avait laissé que la coquille. Nous devons parler, commença papa. Mais son ton autoritaire habituel avait disparu. De quoi? Des accusations de malversation, les avocats s'en occupent. De la famille, dit maman faiblement. Nous sommes toujours une famille. Le sommes-nous? Parce que la famille n'essaie généralement pas de se détruire mutuellement. Tu nous as détruits, dit enfin Léa, sa voix rauque. Tu as tout pris. J'ai pris ce qui était à moi. Ce que grand-mère m'a laissé. Ce que tu as essayé de voler. Je ne savais pas pour le testament. Mais tu savais qu'Antoine était mon fiancé. Tu savais que les prestataires du mariage étaient les miens. Tu savais la douleur que tu causais, et tu en as joui. Silence. Pour la première fois de notre vie, Léa n'avait pas de réplique. Grand-mère m'a laissé une lettre, dis-je,
la sortant de mon tiroir de bureau. Tu veux savoir ce qu'elle a écrit? Il fixait le sol pendant que je lisais. Ma chère Sophie, si tu lis ceci, alors mon plan a fonctionné. J'ai vu ta famille te diminuer pendant des années. Je les ai vus prendre ta gentillesse pour de la faiblesse. Ton père est un imbécile qui valorise l'apparence plus que la substance. Ta mère encourage le pire chez les gens. Et Léa est ce qui arrive quand la beauté vient sans caractère. Mais toi, ma chère, tu as à la fois la force et la gentillesse. L'entreprise t'a toujours été destinée. Je devais juste m'assurer que tu l'obtiennes sans qu'il ne te détruise d'abord. Sois patiente. Attends qu'il se révèle, puis élève-toi. Maman pleurait. Papa avait l'air stupéfait. Léa fixait le sol. Elle nous a vus, murmura papa. Tous. Elle vous aimait quand même, dis-je. Mais elle ne vous faisait pas confiance. Il y a une différence. Que faisons-nous maintenant? Demanda maman. Vous vous débrouillez sans mon argent, sans mon aide, sans m'utiliser comme votre système de soutien émotionnel. Pour une fois dans votre vie, assumez vos propres conséquences. Tu vas vraiment nous abandonner? Demanda Léa. Je vais faire ce que tu m'as appris, répondis-je. Je vais me faire passer en premier. Ils partirent tranquillement, vaincus. Mais je ne célébrais pas leur chute. J'en avais juste marre d'en être responsable. Cette nuit-là, j'ai trouvé une autre lettre de grand-mère, que Jean-Luc avait gardée pour après la confrontation. Le pardon viendra avec le temps, mais les limites viennent en premier. Je suis fière de toi. Elle avait tout su, tout planifié, même ça. 6 mois plus tard, ma vie était méconnaissable, de la meilleure façon possible. Dubois et Associés avaient décroché 3 contrats internationaux majeurs. Nous avions embauché 50 nouveaux employés, dont certains des meilleurs architectes du pays, qui voulaient travailler pour un cabinet qui valorisait le mérite plutôt que le népotisme. L'entreprise prospérait sous ma direction, et tout le monde le savait. Les accusations de fraude contre Antoine avaient été maintenues. Il avait plaidé coupable pour éviter la prison, mais devrait payer des réparations pendant des années. Aux dernières nouvelles, il travaillait chez le concessionnaire automobile de son oncle en Normandie. Probablement à baratiner les clients comme il m'avait autrefois baratiné. Léa avait surpris tout le monde, peut-être même elle-même. Après avoir touché le fond, elle avait en fait commencé à se reconstruire. Elle travaillait toujours chez Starbucks, mais elle s'était également inscrite à l'université pour des cours de commerce, payant ses études elle-même pour la première fois de sa vie. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais j'avais appris par maman qu'elle était en thérapie, gérant enfin des années de droit et de jalousie. Mes parents avaient tout réduit, la maison, les voitures, le style de vie. L'affaire de malversation de papa avait été réglée à l'amiable, mais sa réputation dans le monde des affaires était fichue. Il avait pris un poste de consultant junior dans un petit cabinet. Maman avait aussi commencé à travailler, comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ils apprenaient à 60 ans ce que signifiait gagner plutôt que prendre. Il demande de tes nouvelles, m'a dit Claire pendant le déjeuner. Ta mère vient parfois au salon. Elle demande toujours comment tu vas. Et je lui dis que tu prospères, parce que c'est le cas. Elle avait raison. J'avais recommencé à sortir avec quelqu'un, prudemment, avec des limites fermement établies. Il s'appelait Daniel, un ingénieur civil qui n'avait jamais entendu parler de mon drame familial avant notre 3e rendez-vous. Il avait écouté toute l'histoire, puis avait dit, votre grand-mère avait l'air brillante, et vous aussi. Il était gentil, stable, sans dette, et complètement lui-même. Le conseil l'approuverait certainement. Pas que j'y pensais si loin. J'avais appris à ne pas me précipiter. Le développement le plus inattendu fut la lettre que j'avais reçue de Léa la semaine dernière. Sophie, je sais que tu ne veux probablement pas de mes nouvelles, mais la thérapie exige que je répare mes torts. Pas pour le pardon, mais pour la responsabilisation. J'ai été cruelle avec toi. J'ai pris tout ce que je pouvais parce que j'étais jalouse de tout ce que tu étais. Tu étais intelligente, talentueuse, travailleuse, tout ce que je n'étais pas. Au lieu d'essayer d'être meilleure, j'ai essayé de te rapetisser. Antoine n'a jamais été une question d'amour. Il s'agissait de gagner, de prouver que je pouvais tout te prendre.
Je vois maintenant à quel point c'était pathétique. Tu m'as fait un cadeau à ce mariage, même si tu ne le voulais pas. Tu m'as montré qui j'étais vraiment. C'était laid, mais c'était nécessaire. Je travaille à être meilleure. Pas pour toi, pas pour la famille, mais pour moi-même. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches. Léa. Je l'avais lu 3 fois, puis l'avais rangé. Peut-être qu'un jour nous parlerions. Peut-être pas. Mais pour l'instant, les limites étaient plus importantes que les ponts. Le portrait de grand-mère est accroché dans mon bureau maintenant, veillant sur l'empire qu'elle a bâti, et je l'agrandis. Parfois, je lui parle, lui racontant les contrats remportés et les défis surmontés. Tu m'as enseigné la leçon la plus importante, dis-je à sa photo. Que être gentil ne signifie pas être faible, que la patience n'est pas la même chose que la passivité, et que parfois la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est juste vivre sa vérité et laisser les autres faire face à la leur. L'entreprise était à moi. L'avenir était à moi. Et pour la première fois de ma vie, j'étais exactement à ma place. C'est mon histoire de la façon dont j'ai transformé la trahison en triomphe sans élever la voix ni donner un coup de poing. Juste de la patience, de la préparation et un timing parfait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes incroyable. Merci d'avoir écouté. Quelles limites devez-vous fixer dans votre vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si cette histoire vous a inspiré, veuillez la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la justice ne vient pas toujours avec du drame. Parfois, elle vient avec des documents. Abonnez-vous pour plus d'histoires de victoires discrètes. À la prochaine fois, rappelez-vous que la meilleure vengeance est une vie bien vécue.